Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous partons ce matin à Kiev avec un invité de marque. Bonjour, docteur Pierre-Marie Betton. Bonjour. Nous avons eu la joie de vous recevoir sur l'émission de radio de TV Liberté pour une traduction de La Steppe de Tchekhov. Et vous revenez dans cette émission pour une traduction magistrale d'un roman qui ne l'est pas moins, qui est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Donc nous partons en Russie, comme vous êtes parti en Russie vous-même, médecin à qui l'on avait confié une mission prospective en URSS. Nous sommes dans les années 78. Oui. Et pendant une quinzaine d'années, vous avez découvert la Russie d'alors. Et comme vous êtes ces administrations, ces hôpitaux, ces médecins, ces malades, et comme vous êtes un homme curieux et qui ne fait pas les choses à moitié, vous avez appris la langue. Absolument. Ça, oui. C'est quand même assez époustouflant. Et vous avez d'ailleurs un fils qui vit à Moscou. Qui est professeur au lycée Une fille français. qui a été en stage aussi en Russie. Enfin, visiblement, la fibre russe est très importante chez vous, dans votre famille. Qu'est-ce qui vous a attiré par ce peuple qui était à l'époque soviétique ? Eh bien, une curiosité naturelle, bien sûr. Et je suis médecin, j'ai une petite tendance, même une spécialité sur le diabète et sur l'épilepsie. Et je savais que les soviétiques étaient également diabétiques. D'abord, me direz-vous, parce qu'un malheur arrive rarement seul. C'est vrai aussi. Et dès mon premier voyage, j'ai pu faire ce constat que beaucoup de gens, il y avait dans chaque famille un mort à la guerre, souvent un mort diabétique, et parfois 2 morts à la guerre et 2 morts diabétiques. Voilà, donc mon discours a intéressé les Russes que je rencontrais. Et vous apportiez un médicament Alors, un médicament, j'ai été invité à me rendre là-bas par le docteur Jacques Servier, dont on a parlé par ailleurs, qui était un homme très méritant de mon point de vue, et qui s'intéressait à beaucoup de choses. Et c'est lui qui m'a envoyé à Moscou, et notre premier entretien était très bref. Il me dit, c'est des gens que on leur écrit, et ils nous répondent ou ne répondent pas. C'est vrai que quand ils nous écrivent, on ne répond pas toujours. Mais enfin, voyez ce que vous pouvez faire. C'est un gros travail de défrichage. Et j'y suis allé, et je lui ai dit au docteur Servier que Dostoïevski disait que les ténèbres sont fécondes. Et il m'a dit, vous croyez ? Et j'ai été recruté comme ça pour 15 ans. Ça fait une espèce de petit goulag. Vous aviez en effet une très bonne introduction avec Dostoïevski. Alors, chers amis, cette émission, c'est pour ceux qui connaîtraient ce texte fabuleux du Maître et de Marguerite, et c'est aussi pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que c'est un livre énorme, c'est un livre sur le mal, c'est un livre sur l'action du diable sur la terre, et c'est un livre qui commence, nous sommes dans un jardin, et qui commence par une discussion entre 2 écrivains stipendiés, 2 écrivains bien soviétiques, et l'un, qui est président du syndicat des écrivains, demande à l'autre, qui est beaucoup plus jeune, d'écrire un poème sur la non-existence de Dieu. Voilà. Nous y sommes. Problème toujours d'actualité, puisque, vous le savez, il vient de paraître, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, il vient de paraître un livre étonnant qui s'appelle « Dieu, la science, les preuves »,
qui est de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis, et qui est une synthèse des découvertes scientifiques du dernier siècle pour en conclure l'existence d'une intelligence supérieure. Il y a bien un horloger. Donc, ce problème réitérant qui revient à la surface, tout le monde écrit sa vie de Jésus, soit pour dire qu'il n'a pas existé, soit pour dire qu'il n'a pas existé. C'est très, très, très intéressant. Il y aurait un livre à faire sur tous ces livres publiés, je trouve. Probablement. C'est un livre qui est en même temps, bien sûr, une satire édulcorée du système soviétique dans lequel Bulgakov a vécu toute sa vie. Il faut même dire le système bolchevique, oui. Car c'était la période très dure de l'installation du bolchevique, avec Lénine, qui est mort en 24, bien sûr, et qui avait un élève surdoué qui s'appelait Joseph Staline, et qui a mis en place, à partir des années 29, le système bolchevique, la dictature bolchevique fonctionnait à plein régime. Il faut dire que se peut-il qu'il y ait une horloge et qu'il n'ait point d'horloger, c'est notre ami Voltaire qui avait mis cette formule à la mode. Elle est excellente et elle vaut pour tous les temps, y compris le nôtre. Et je crois que nos littérateurs, on va les appeler comme ça, russes qui s'aventurent, font une mauvaise rencontre en la personne d'un professeur étranger, semble-t-il allemand, et qui les provoque. Mais comment vous êtes des athées, et c'est là, bien sûr, qu'il s'en explique très, très simplement, très clairement. Et la révolution ne s'accommode pas de la religion chrétienne en général, et des religions... Et qui pose la question à ces deux écrivains, mais si Dieu n'existe pas, qui donc, je vous le demande, va s'occuper de gouverner l'activité, la vie des hommes et le bon ordre de la planète ? Pas l'homme, qui n'est pas assuré de son propre lendemain. Effectivement. Et nous voilà avec un diable faisant la promotion de son maître. Et d'un diable déjà qui tire les ficelles, si je puis dire. Absolument. Et cette présentation est remarquable, ça dure un paragraphe, mais très dense. Et on s'aperçoit que le monsieur qui va très bien, qui va tout organiser, a un cancer du poumon. Et alors, voilà. Et pourquoi vous ? Eh bien, parce que vous êtes un homme, un médecin très littéraire, comme l'étaient les médecins d'une autre génération. C'est vrai. Vous êtes pétri de culture humaniste, et que tous ces textes résonnent à votre oreille. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire pour ce livre, il existe des traductions, moult traductions du Maître et Marguerite. Mais la vôtre est celle d'un médecin. Et ça change tout. Bulgakov était un médecin. Alors, je ne lis pas le russe, je ne peux pas juger. Mais ce que je peux juger, et c'est très amusant parce que jusqu'à présent, je ne me suis jamais permis de juger une traduction, parce que, n'étant pas moi-même bonne traductrice, enfin, en thème latin, j'étais bonne. mais c'est un exercice tellement difficile que je ne me voyais pas juger. Or, là, j'ai fait l'expérience. Je suis allée chercher les 10 premières lignes des textes existants, je ne citerai pas de nom, parce que toutes les traductions sont célébrées de façon très intéressante, enfin, de façon très laudative. Et puis, j'ai regardé la vôtre. Et les différences sont flagrantes. Votre texte est celui d'un médecin, et on y sent le sang, on y sent la chair de l'écrivain, on y sent le souffle de l'écrivain. Et c'était extrêmement vivant. Et c'est quand même très important parce que le livre est dur. C'est cette donnée qui m'a le plus frappé. Dans le
en 1986, lorsque j'ai découvert le roman en russe à Moscou, et je l'ai lu comme une substance littéraire extrêmement riche et percutante, à la manière russe d'ailleurs. Et j'ai pensé que la langue française n'était pas sans ressources et elle ne pouvait pas s'accommoder dans une traduction en français d'un moins-disant stylistique. Et comme vous le disiez, j'étais médecin et ça m'a aidé à comprendre la façon de parler, d'interroger, sans provoquer, d'un médecin russe, qui est comme un médecin français. C'est inouï, bien sûr, bien sûr. Il y a et puis il y a une question de vie. Je pense qu'un certain nombre d'universitaires, je ne ferai pas de jugement généraux, mais certains universitaires ont tendance à vivre en milieu un petit peu clos et fermé dans leur bureau, et ça les empêche quand même de sentir la vie passer. Alors, ils sont très bons élèves, tout y est bien traduit, mais la phrase est pesante, et la phrase sent la traduction. Alors que vous êtes d'une liberté totale, mais on a vraiment l'impression qu'on entend parler un russe, et ça, je voulais le dire. Alors, nous sommes donc dans ce jardin, et tout de suite, l'histoire va s'emballer de façon incroyable, puisque le président du syndicat va se retrouver la tête décapitée par un tramway. Et tout le roman, on va voir se balader la tête de cet homme, quelquefois porté par un chat, puissance diabolique s'il en est, en tout cas. Alors, ce qu'il faut tout de même bien voir, c'est donc, nous sommes à Moscou, et nous sommes aussi, dans un autre endroit, nous sommes à Jérusalem. C'est absolument ubiquitaire, c'est la translocation propre à ce roman, propre à aussi certains récits, et peut-être propre à certaines époques, je ne sais pas. L'esprit est libre et l'esprit se déplace. Et les questions... Surtout chez les fantastiques russes. Probablement. Et les Russes ont une grande facilité pour ce genre de sport. Est-ce qu'ils ne sont pas plus imbibés que d'autres peuples de leurs contes ? Alors, j'ai ressenti, moi j'adore les contes, j'ai lu beaucoup de contes russes, et je sens la prégnance des contes russes. Il y a des contes russes, je pense que le maître de la littérature russe, c'est Gogol, indiscutablement, et comme Tchekhov, Bulgakov est un grand lecteur de Gogol. Oui, c'est ça. La marque de la littérature russe, effectivement, elle est pétrie de contes, de contes fantastiques, et vous avouerez que c'est quand même assez fort de transformer la matière, je dis bien, bolchevique, en conte. Car c'était un terrible conte. Faisons le conte. Ah oui, c'était un conte plutôt triste. J'ai dit terrible. Était-il triste? J'en sais rien, probablement, accessoirement. Oui, il était dramatique. Il était dramatique. Alors, nous sommes à Jérusalem et nous sommes devant le procurateur la semaine de Pâques. Et nous avons un Ponce Pilate extrêmement préoccupé par la décision qu'il doit prendre. Et c'est une idée tout à fait étonnante aussi. Et effectivement, il doit juger d'un prévenu qu'on appelle, le roman appelle Yeshua el-Nasri, le Nazaréen. Et d'ailleurs, il lui pose lui-même la question sur es-tu le Fils de Dieu? Tu l'as dit, toi, Ponce Pilate, tu l'as dit. Il ne s'avance pas, si j'ose dire. Il attend de donner ses preuves. Et cette
intervention de Ponce Pilate, toute cette scène est tout à fait remarquable parce que on est dans le cœur du sujet et qu'on y songe, il demande la libération de Barabbas, après tout. C'est honnête de sa part. Seulement voilà, le grand prêtre et le Sanhédrin ont décidé autrement. Mais qu'on réfléchisse, si on avait libéré Barabbas à la demande, toute l'économie du salut en eût été bouleversée, et nous-mêmes ne serions pas à cette table avec cette conversation. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le personnage de Ponce Pilate porte sur lui toute cette responsabilité horrible et dit Bulgakov sa lâcheté. Et il y a une phrase qui revient tout le long du roman, c'est celle-là: de toutes les faiblesses des hommes, la plus scandaleuse est la lâcheté. Voilà. Et à la 3e citation de cette phrase, il ajoute: et la plus lourde de conséquences. Et voilà. Et là, chaque homme, à chaque époque, peut se juger lui-même et juger des suites qu'il ne connaîtra pas, des suites de son action ou de son manque d'action. Alors, j'ai lu un certain nombre de critiques de ce livre, de ce livre de critiques bien au chaud dans l'art charentaise, disant Bulgakov n'a pas dénoncé, il n'a pas dénoncé la dékoulakisation, c'est-à-dire l'élimination de tous les paysans un petit peu riches, les koulaks. Il n'a pas dénoncé le génocide ukrainien avec ses millions de morts, 6 millions de morts. Donc, il n'a pas de leçon de morale à donner. Enfin, c'est un peu vite jugé du danger à écrire un tel livre sous Staline. Livre que Staline appréciait. Enfin, il a été impressionné par Bulgakov. Par ce personnage de Bulgakov, et il avait, pour cet écrivain, une grande estime personnelle, car il songeait que finalement, c'était lui qui perçait le mystère de son délire. Ouais. Et c'est intéressant de savoir qu'à plusieurs reprises, Staline a invité Bulgakov peut-être à déjeuner, mais pour manger avec le diable, il faut une très longue fourchette, et Bulgakov a toujours décliné l'offre. Ouais. Quand même, il n'a pas fait brûler son œuvre, son ouvrage. Oui, absolument. C'était d'ailleurs, vous avez raison, le drame personnel de Staline, puisque c'était un ancien séminariste. Et il savait de quoi on parlait. Il n'était pas athée, au sens propre. Alors, ce livre peut se lire à différents plans, parce que c'est tout de même une fresque monumentale, c'est une fresque pleine de bruit et de fureur, c'est une espèce de tornade, véritable tornade, parce que le diable, quand il agit, est effrayant. J'ai envie de citer les scènes du théâtre, des variétés. Extraordinaire. Et après, la scène du grand bal. Alors, qu'est-ce qui se passe au théâtre des variétés ? Eh bien, il y a un prestidigitateur. Un prestidigitateur qui vient de l'extérieur, qui est annoncé à son trompe, et on voit s'agiter tous les acteurs de l'intérieur du théâtre, et ce sont des scènes dignes de notre Rabelais. C'est raconté avec une verdeur, une truculence extraordinaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces choses-là, et je pense que vos lecteurs en profiteront eux aussi. Eh bien, il se passe des choses prodigieuses, effectivement. Cette pluie de billets de 10 roubles. En fait, le diable, parce que c'est lui, hypnotise toute la salle. La salle. Ouais. Et ça éveille à notre époque, dans notre pays, certainement des échos. Ça en éveillera. Il achète la salle. Alors il achète avec des roubles, il achète avec des bas de soie, il achète avec des bijoux, il achète avec des vêtements pour les femmes.
Et tout le monde est absolument ébloui. C'est un séducteur. Le problème, c'est qu'ils sortent dans la rue et ils se retrouvent nus. Voilà, tels qu'ils sont. Ça, c'est une scène absolument étonnante. Étonnante, oui. Et puis, il y a la scène du bal. Oui. Alors là, la scène du bal. Alors, il faut que l'on parle de nos deux vrais personnages, qui sont le maître. En quelque sorte, est-ce que c'est Bulgakov ? C'est Bulgakov qui tire les ficelles. Non, le maître, à mon sens, est un acteur autonome. C'est un vieux professeur. C'est un vieux professeur. Un vieil écrivain. Un vieil écrivain qui prépare une biographie de comment dirais-je, de Ponce Pilate, parce qu'il est frappé, comme le sont de génération en génération, par le drame de Ponce Pilate. Et il a vu des Ponce Pilate partout, à travers l'histoire, et il prépare un roman sur ce sujet. Et il est assisté par Marguerite, ou plutôt Marguerite l'assiste, pour diverses facilités, comme dans le livre de Goethe. Ils vendent quand même leur âme au diable. Hein. C'est-à-dire qu'il en tirer des avantages. Il aime Marguerite et Marguerite l'aime. Elle l'aime et ils sont, dans le roman en tout cas, parfaitement sincères. Parfaitement sincères. Et le diable les invite tous deux. Alors là on est en plein Chagall. J'ai pensé au tableau de Chagall. Tout à fait. Avec les couples qui flottent dans l'air. Tout à fait ça. Et d'ailleurs, on vous rejoignait les contes russes. Hein, bien sûr. Et l'ambiance des contes russes. Oui. Et donc, Marguerite chevauche son balai, comme toute bonne sorcière qui se respecte. Et ils arrivent dans un lieu somptueux et un lieu avec des musiciens extraordinaires, des orchestres magnifiques, dirigés, excusez du peu, par Johann Strauss lui-même. Et tout ça est annoncé avec une aisance, c'était complètement mirifique et facile à comprendre. Il y a des sourires, champagne et petite pépé, voilà. Jolie toilette un spectacle absolument inouï. C'est assez. On aurait bien aimé que Fellini mette en scène. Probablement. Il n'y a pas eu de film de. Si, il y a un film. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom d'auteur, mais c'est un film russe. C'est un film russe, oui. Il est assez extraordinaire et déconcertant aussi, comme le livre d'ailleurs. Comme le livre. Oui, il faut s'accrocher. Il faut le lire petit à petit, il faut pas l'avaler. Et il faut progressivement, il y a des passages qu'on ne comprend pas. Si on lit 30 pages, en principe, une prose irréprochable, et puis on se gratte la tête, on se dit, mais j'ai pas bien compris. Effectivement, il n'y avait rien à comprendre. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à comprendre dans les différentes étapes du bolchevisme ? Je pense que pour le citoyen lambda, il n'y avait rien à comprendre, mais à subir son sort souvent terrible. En se taisant et en se cachant le plus possible. Alors évidemment, le thème de la corruption est à chaque page, notamment la bataille pour trouver un logement, la bataille pour trouver un logement qui ne soit pas un appartement communautaire et qu'on ait donc seulement une pièce. On vivait à 4-5 ménages et on se partageait, on avait une pièce, une chambre et on se partageait toutes les parties communes. Vous voyez d'ici, bonjour l'ambiance. Bonjour l'ambiance et les batailles autour du fourneau et les batailles dans la queue pour les toilettes et les batailles. J'ai beaucoup lu ça. Enfin, il y a l'idée de partager une maison, un appartement avec d'autres familles. Je conçois très très bien que ça soit difficile. Il y a un roman qui rend bien compte de ça, qui s'appelle Est-Ouest. Oui, bien sûr. C'est un excellent roman avec Régis Varnier. Régis Varnier en a fait un film. Et Binoche. Absolument. Alors, corruption pour avoir un appartement, corruption avec les dollars, parce que une seule monnaie est autorisée, c'est le rouble. Corruption avec les devises. Alors, les devises, quand on trouve de l'argent dans les
dans les systèmes de water. Oui. À l'époque... Dans les toilettes. Dans les toilettes. Les bouches d'aération. Et dans les bouches d'aération, voilà. Tout ça est très d'actualité, en fait. Et puis alors, il y a des scènes absolument fantastiques de l'hôpital psychiatrique. Alors, je trouve ça je l'ai joué comme médecin, si vous voulez. Je me sentais chez moi, tout à fait, chez le bon docteur, pas Rubinsky, Stravinsky. Marrant quand même de prendre un musicien. L'échange des questions, des réponses et tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est que l'interrogatoire médical est vraiment remarquable. Oui, et le type qui dit « je ne peux pas parler de Ponce Pilate parce qu'ils vont me donner un médicament ». Voilà. Donc, je ne peux pas parler de la réalité parce qu'ils vont dire que je suis fou. Voilà. Ça, c'est quand même très, très, très actuel aussi. Et puis, on a connu des grands professeurs, là, de nos jours, qu'on a foutus au trou, qu'on a foutus en hôpital psychiatrique. Renseignez-vous, chers amis qui ne seraient pas encore au courant, mais enfin, le professeur Fourtillan, qui est un homme assez grandiose, qui a découvert des tas de choses, notamment sur la sclérose en plaques et d'autres maladies, qu'on a mis en hôpital psychiatrique. Il faut tout de même oser. En 2021... La première des libertés qui disparaît, c'est la liberté des médecins. Voilà. Et là, les médecins sont des agents de la télévision et de la propagande, mais ils ne font plus leur métier. Et on leur a interdit, les pauvres, on leur a interdit carrément de prescrire ce qu'il fallait. En plus, mais enfin, peu importe, la liberté de prescription est inhérente à la liberté du médecin. Hein. C'est un peu la liberté de la confession, selon vous. Oui, si vous voulez, mais le médecin, quand on s'engage auprès d'un médecin, nous sommes des meurtriers légaux à l'occasion, mais enfin, la liberté fait partie. C'est la liberté. Et quand les gens font autrement, c'est autre chose. Il y a toujours des meurtriers légaux, mais ils ne sont plus libres. Ils ne sont plus libres, absolument. Ils travaillent pour quelqu'un, qui n'est pas forcément celui qui se confie à eux. Absolument. Et... Notre diable est très sympathique. Je ne suis pas un artiste, j'avais simplement envie d'observer les moscovites se comporter en foule, et pour cela, quoi de plus expédient qu'un théâtre ? Évidemment. Donc bon, la vie est un théâtre, ça c'est une métaphore qui est habituelle en littérature. Absolument. Mais c'est quand même un homme très très lettré, ce Bulgakov. Il y a des allusions à mille et un textes. Il a écrit sur la querelle des dévots et sur Molière. Il a écrit un Monsieur Molière, qui est la biographie la plus merveilleuse de Molière. Oui. Étonnante. Et c'est des gens qui parlaient bien français, remarquablement français. Et la France et le français était une langue de culture, c'était pas une langue de business. C'est autre chose. Qui est une langue pour le business, on est tout à fait content et que on trouve les mêmes inscriptions pour trouver les water de l'aéroport, pourquoi pas. Mais quand on veut mobiliser son esprit, il faut une autre langue que celle qui nous est chichement offerte. Absolument. Bulgakov a aussi écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Cœur de chien et qui est d'une actualité extraordinaire. Oui. Quelle est l'histoire de Cœur de chien ? Cœur de chien, c'est l'histoire de cette période scientiste où, même en France, on pensait la science allait arriver au bout de tout et que même un jour, on pourrait vaincre la mort. Mais ajoutait Bernanos, mais quand ? Ce mais quand nous laisse en suspens depuis des décades, et puis peut-être il durera encore des siècles. Mais donc, on trouve un petit chien. Un médecin rencontre un petit chien affamé. Professeur Preobrazhensky, ça veut dire le transfigurateur, voyez-vous. Et il découvre un petit chien errant. Et il le ramasse, il le ramène dans son appartement qui est encore superbe. Et c'est le chien qui parle. Et c'est surprenant, mais plus tard. Donc il a l'idée de transplanter sur le chien les comment dirais-je,
l'hypophyse d'un homme accidenté. Qui est mort. Qui est mort. Dont il a le cadavre. Et il va, comment dirais-je, greffer sur le chien l'hypophyse du défunt. Qui va donc ressusciter. Mais non, il ne va pas ressusciter, mais le chien va prendre le chien prend ce va parcourir une nouvelle aventure. Il prend l'allure de l'homme. Il perd ses poils, etc. Il articule quelques mots, il fait du bruit, et puis il devient avec le temps, il trouve l'ortho, il se tient debout, et il prononce des paroles, il prononce des discours, et puis il devient un véritable bolchevique. Et c'est une histoire un peu terrible que j'ai fait une traduction du reste de ce roman-là qui est étonnant. Et, vous avez encore une traduction sous le coude ? Sous le coude, oui. Alors, c'est le prochain travail. Peut-être. Et le cœur de chien, c'est vraiment étonnant parce que ça se termine laborieusement, mais c'est toujours la même écriture. Mais l'idée est géniale. L'idée est géniale, et le chien qui raconte je vais crever, je ne trouve rien à manger, cette vie est trop dure. Qui va se retrouver choyé chez le médecin. Chez le professeur, il mange des mets fins, il est dans des pièces absolument luxueuses. Faut noter que les bolcheviks interviennent dans cette soirée et veulent chasser le médecin de certaines pièces surnuméraires à leur goût ou leur idée. Et il y a toute une interpellation entre les bolcheviks authentiques et ce professeur qui poursuit son idée. Voilà, c'est étonnant. C'est un texte absolument fantastique, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça serait bien que vous publiez cette traduction. Il est pratiquement prêt, oui. Le diable est souvent présent dans la littérature russe. Behemoth, Voland, Azazello, tout. Alors, il faut dire que les Russes sont extrêmement superstitieux. Dans la vie quotidienne, et tous, quel que soit leur rang social ou leur... Alors vous appelez ça superstitieux ou vous appelez ça préoccupé de mysticisme et sachant qu'il y a un autre monde? Ça peut aller de l'un à l'autre sans difficulté, oui. Mais il n'est pas rare de voir les gens, une habitude étonnante pour les étrangers que nous sommes en Russie, de voir quelqu'un taper sur sa lèvre et crachoter sur le côté, ça veut dire pour conjurer des esprits malins. Ouais. Et le mauvais sort. Et ils sont très sensibles à ça. Il faut dire que le Russe vit dans des conditions assez rudes, par l'espace, par les conditions météorologiques, il fait très chaud, très froid, d'un seul coup, et leur statut peut être perturbé facilement. Et puis, un certain nombre de maladies, j'ai découvert là-bas le diabète, mais il y a aussi l'épilepsie. Célèbre épilepsie de Dostoïevski. De Dostoïevski. Et c'est curieux parce qu'un des amis de Dostoïevski faisait une description en parallèle de celle du sujet lui-même, Dostoïevski, et sur le côté, Tchadaïev décrivait les phénomènes qu'il lisait, qu'il décryptait dans l'aspect clinique du patient qui faisait une crise, naturellement. Pour vous donner, chers amis de TV et Liberté, une idée du style de Pierre-Marie Betton, je vous lis ces quelques lignes de sa préface. Un vaste pandémonium onirique se met en branle à Moscou. On croit voir la terre promise. Au seuil de cette ère nouvelle, nul ne fera plus cas ni de Dieu ni du diable. L'espace et le temps sont abolis, et aussi le bien et le mal. La vie, la mort se confondent, de même le bien et le mal. Une néo-société se déploie, la séquelle décroche du prélude originel et la fougue s'emboîte dans d'effarantes harmonies. Jadis, Ponce Pilate consentit à faire grâce à Barabbas. Ipso facto, il condamna un innocent, un Nazaréen du nom de Yeshua.
Face à Caïphe, Pilate a plié. Sa lâcheté coupable le ronge. Tel est le leitmotiv de la tragédie qui se survit d'âge en âge et grève de tourments sans trêve notre humaine condition. Captifs de leurs désirs avides et insatiables, Maître et Marguerite scellent le pacte avec Satan. S'affranchir ou s'asservir. Obérant est le choix de liberté. Et puis vous terminez par cette phrase de Goethe, « L'histoire des hommes, c'est l'atelier mystérieux du bon Dieu. » Ça, c'est... Alors, il y a une autre histoire de culpabilité qui est tragique et qui est elle aussi bien actuelle. C'est l'histoire de Frida, cette pauvre servante qui est engrossée par son maître, qui va porter plainte et on lui dit mais c'est pas l'homme qui est responsable. Et que vient faire l'homme dans cette affaire? Que vient faire l'homme? Il n'y est pour rien, bien sûr. Et elle va étouffer son enfant avec un mouchoir. Et tous les matins, elle réclame son mouchoir. Et c'est une histoire poignante. Elle la poursuit toute sa vie. En fait, elle est devenue folle. Que pourrions-nous dire encore de cet extraordinaire roman? Je vais rappeler que vous aviez publié chez Via Romana ces nouvelles de Tchekhov qui m'avaient vraiment beaucoup plu et qui s'appellent La Steppe. La Steppe. Alors, rappelons bien que votre livre-là est aux éditions Hérault, H-E-R-A-U-L-T, et que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est cette variation sur Faust, en fait, qui dure depuis des très siècles. Longtemps, oui, depuis des siècles. Qui a été mis en musique. Et mis en musique, bien sûr, mais illustré par... avant Goethe, il y avait aussi Christopher Marlowe, il y en avait d'autres. Christopher Marlowe, oui, très tôt, très tôt. Faustus now, but one bear to live, and then thou must be damned perpetually. Alors, s'il vous plaît, traduisons pour nos auditeurs et pour moi-même. Faust, te voilà, et tu seras damné à perpétuité. Tu seras damné à perpétuité, oui. Tu seras damné, on dirait, pour l'éternité en français, plutôt qu'à perpétuité. Pour l'éternité, oui, bien sûr. J'ai traduit le anglais. Pour l'éternité. Tu n'as plus qu'une heure à vivre, tu seras damné pour l'éternité. Oui. Moi, j'avoue que il y a le Faust de Gounod est pour moi un grand opéra fabuleux. Et alors, Bulgakov a été en correspondance avec Koestler. J'ignorais ça. C'est fort possible. Il était journaliste à Kharkov et il écrit et il nous écrit voyager dans les campagnes était une tragique aventure. On voyait les paysans mendier le long des gares, les mains et les pieds gonflés. On pouvait troquer un morceau de pain contre des mouchoirs brodés ukrainiens. À Kharkov, les processions funèbres défilaient toute la journée sous les fenêtres de ma chambre d'hôtel. Et là, c'était un travail intentionnel des bolcheviks pour affamer la population. C'est ce qu'on appelait la grande famine, Gavor, hein, et ils en parlent encore. C'est pourquoi l'Ukraine, politiquement aujourd'hui, c'est encore une énorme marmite aux sorcières. Et je trouve que un cerveau américain est mal placé, n'a pas toutes les données pour mettre son doigt là-dedans. Faut qu'il mûrisse encore. Faut qu'on attende que l'Amérique ait 100 ans. J'aime beaucoup ce petit coup de pied de l'âne, mais vous savez que tout est fait pour... Je ne trouve pas que je suis un âne. Non, vous n'êtes pas un âne, mais c'est une expression. Mais bon, tout est fait de la part du monde anglo-saxon pour séparer la France de la Russie, et tout est fait pour affaiblir la Russie qui leur fait peur, qu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils sont tout de même beaucoup moins mystiques que les Russes, et encore moins que les Français, après 2 siècles de propagande datée,
d'athéisme. Et en effet, l'histoire de l'Ukraine, qui est tout de même le berceau de Bulgakov, Léonid Bulgakov. Oui. Je trouve que la damnation de Faust par Gounod, et puis le texte la musique de Berlioz aussi, donne bien, il y a une adéquation extraordinaire entre ce roman et ses musiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'on peut le dire, parce que c'est un roman qui parcourt toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la littérature, bien sûr. Mais ce drame n'a pas fini, d'ailleurs. Finalement, Le Maître et Marguerite commence sur ce thème de ce pauvre Ponce Pilate qui ne se remet pas de sa lâcheté originelle. Ça fait 2000 ans, et ça le parcourt, et ça parcourt ses descendants. Bulgakov était très épris de musique. Je l'ignore, je ne connaissais pas sa vie particulière. C'est pas très... Il était d'une famille très sophistiquée. Il était médecin, il a exercé sa profession, et puis manifestement, il avait tendance pour écrire. D'ailleurs, les Russes, la langue russe, les Russes entendent comment ça s'appelle ? Les Russes entendent très très bien. C'est pourquoi ils apprennent facilement les langues. Au contraire, le spectre des auditifs des Français est très étroit. Ils ne comprennent pas les autres. Hein. Et ils en font une spécialité. Hein. Et c'est ce qui expliquerait la fantastique capacité russe dans la musique. Oui, ouais. Probablement. Et ils comprennent vraiment beaucoup de choses, beaucoup de gens. Je suis surpris. J'ai eu affaire à des Russes qui ne savaient pas spécialement le français, qui sont venus en France et qui ont parlé remarquablement français. Certes, avec un reste d'accent qui n'a rien de désagréable, mais parlaient très 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 bien. J'ai mis un dédicataire de ce roman à un ami qui s'appelle Sacha Alexandre Petrovitch Bondarev. Oui, je voulais vous interroger, qui est-il ? Et c'est un garçon que j'ai connu en 79, parce que lorsque je suis allé à Moscou, et j'ai découvert chez lui toute la collection de l'histoire de France, de Michelet, dans ses rayons. Moi, j'étais un peu surpris, et je l'avais chez moi d'ailleurs. Et il allait en France épouser une Française d'origine russe. Et finalement, il a appris très très bien le français. Et il parle très très bien. Il a été un traducteur très avisé. Il aimait bien traduire ce que je disais. Quelquefois, il me réfrénait. Il me dit, tu vas pas leur dire ça. Ah, je lui dis, qu'en penses-tu ? Bon, alors, il me cédait. Les médecins sont épris du réel. Je pense que c'est sur cette phrase que nous allons conclure cette émission. Oui, il y a des dispositions qui sont prises dans l'esprit contemporain qui sont tellement irréelles qu'elles ne peuvent pas séduire les médecins. Voilà. Absolument, merci. Ceux qui vendent leur âme. Merci beaucoup, Pierre-Marie Betton. Je conseille vraiment cette très belle traduction de Mikhail Bulgakov, Le Maître et Marguerite, aux éditions Héros. Merci, Pierre-Marie Betton. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à très vite.